émission. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour la dernière en direct de cette saison 2024-2025. Bonjour l'ami. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors oui, c'est la dernière et puis en direct, en direct, et on se retrouvera aussi la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des rediffs pendant l'été. Oui. Cette émission sera la dernière rediff de l'été. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la rentrée en même temps. Donc si vous avez tout compris, nous sommes en direct encore aujourd'hui, à partir de samedi prochain, rediffusion, et on vous retrouve à la rentrée, ce sera le premier samedi de septembre. Exactement. Ça va faire plaisir. Alors, pour cette dernière émission, on va tout de suite faire un coucou à notre ami Anthony qui réalise ce rendez-vous depuis pratiquement la rentrée. Nous avons Tristan qui est également au standard. On met en avant l'équipe également que vous ne voyez pas, et pas que. Et puis on va nous aussi prendre les routes du Tour de France pour cette dernière émission. Exactement, on va se faire un Tour de France avec, pour commencer, Laurence, quelque chose qui va vous plaire, une tournée pour lutter contre l'alcool au volant. Ah mais je suis totalement d'accord. Alors là j'ai aucun problème. Moi je ne prends jamais le volant. C'est l'association Prévention Routière qui paye sa tournée. On vous expliquera exactement de quoi il s'agit juste après. C'est normal puisqu'on va parler alcool au volant. On aura la gendarmerie ensuite. Très bien. Voilà. Oui, mais attention, le musée de la gendarmerie qui prend les routes du Tour de France. Exactement. Et si vous étiez hier en Bretagne, à Mur de Bretagne, pour l'étape du Tour, vous avez sans doute vu une Alpine à 110 qui sortait du musée, qui était en tête de la caravane du Tour. Donc le musée de la gendarmerie sort des véhicules anciens et il y en a sur 2 étapes du Tour. Donc hier à Mur de Bretagne, comme je l'ai dit, et pour la dernière étape sur les Champs-Élysées. Donc on vous donnera rendez-vous sur les Champs-Élysées. On aura un général avec nous qui nous expliquera. Alors d'abord, ce que fait la gendarmerie sur le Tour, parce que il y a un dispositif qui est quand même assez imposant. Et puis surtout... Alors non, fait la gendarmerie sur le Tour ? On va remettre les choses à leur place. La gendarmerie a toujours été sur le Tour. Oui, toujours. Oui, là, bien sûr. Là, le musée, en fait. Pourquoi le musée ? Pourquoi ils ont sorti les vieilles voitures ? Il y a les deux. On va parler du dispositif. On peut parler des motards. Oui, on va parler des motards. J'adore. Tiens, voilà. Toujours sur le Tour de France, on va aussi on va s'intéresser à Skoda, parce que Skoda est partenaire depuis 22 ans, et ce qui est peut-être passé inaperçu, c'est que désormais tous les véhicules, il y en a plus de 250 qui sont sur le Tour de France, eh bien sont des véhicules électriques ou électrifiés. Qu'est-ce que ça a changé pour Skoda ? Est-ce qu'il y a une logistique spéciale derrière ? Alors il y a des mauvaises langues qui disent il y a des groupes électrogènes qui traînent dans des camions pour recharger. On posera la question tout à l'heure. Et puisque l'on parle du Tour de France, on parle donc de vacances, et on va juste à 11h avoir on le sait nous tous les deux, et vous savez vous qui nous écoutez régulièrement, un joli rendez-vous avec Lionel Laberlé qui est le directeur marketing et communication de Point S. Il n'y a pas de stress parce que la voiture est toujours reine pour les départs en vacances. Exactement, ils ont fait une petite étude qui démontre que majoritairement les Français, encore 67%, partiront en vacances en voiture. Bon, c'est les deux raisons, c'est plus souple. On est à l'abri des grèves normalement quand on part en voiture, et si on est plus de 2, si on est 3, 4, 5, et malheureusement ou heureusement, on va dire, c'est moins cher. C'est moins cher. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour, et puis il y a vous évidemment, vous qui nous suivez régulièrement. Nous sommes sur Facebook, c'est aucun problème, nous sommes en direct. Vous nous écrivez je participe @sudradio.fr, ne serait-ce que pour la rentrée. Comme ça, on pourra tous vous lire et puis vous proposer d'intervenir, ou vous nous appelez au 0826 300 300 et vous êtes attendus sur la page Facebook de Sud Radio. Nous avons Jules avec nous également tout au long de cette émission, du haut match. Jules, bonjour. Salut Laurence, salut Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Et puis voilà, c'est la mi-temps, ça se passe pas très bien pour la France qui est menée 29-3 à la mi-temps par la Nouvelle-Zélande. Déjà 4 essais côté néo-zélandais. On espère que ça se passera mieux au retour des vestiaires, et puis ça devrait commencer d'ici quelques minutes. Voilà, puis on se le disait tous les deux, c'est pas la même équipe totalement qui est sur c'est vrai, il y a eu 10 changements dans le 15 de départ par rapport à la semaine dernière. Alors très belle composition d'équipe tout de même, mais aujourd'hui ils sont en dedans. Oui, mais en même temps c'est le but des entraînements en fait. C'est des matchs d'essai, c'est des tests. Mais bon, ce serait quand même bien d'aller chercher un succès prestigieux face aux All Blacks. On l'a déjà fait, vous inquiétez pas. Bon, merci Jules qui sera avec nous jusqu'à la fin du match régulièrement pour nous faire un point sur cette rencontre. Allez, tout de suite, on commence avec Sophie Sainten, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bonjour Sophie Sainte-Anne. Bonjour. Excusez-moi, on dit Sainte-Anne ou Sainte-Anne? Sainte-Anne. Sainte-Anne. On va parler de l'alcool au volant. On va parler de l'alcool au volant. Et j'ai dit, vous payez votre tournée cet été. Exactement. On paye notre 4e tournée pour être tout à fait exact. Alors au-delà de payer, c'est pas tout à fait le sujet, mais enfin on va surtout aller rencontrer les Français un peu partout en France, dans 65 villes de France et essentiellement sur le littoral pour parler alcool et conduite. D'accord. Ça reste. L'alcool, ça reste un des principaux facteurs d'accident et une des principales raisons de la mortalité sur les routes en France. C'est quoi d'ailleurs le pourcentage ? C'est environ 30% des accidents de la route qui sont dus à l'alcool, où le facteur alcool est présent, et ça baisse pas. Hein, ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça, donc nous ça nous inquiète particulièrement. Et donc il y a 2 moments dans l'année, alors on le fait tout au long de l'année, mais il y a deux temps forts pour nous. Association, c'est les fêtes de fin d'année. On va à la rencontre des Français pour parler de ce sujet-là, et également donc depuis 4 ans sur le littoral et sur les plages, on va pareil à la rencontre des Français. On a un peu plus de temps pour discuter avec eux et pour finalement évoquer plein d'idées reçues qu'on a sur la question de l'alcool et de la conduite. On va juste rappeler que je crois que c'est la principale cause de mortalité chez les 18-25 ans pour les jeunes conducteurs. Oui. C'est ça, hein ? Tout à fait. Bon, sur la route, en tout cas, oui, tout à fait. Sur la route. En plus, les moments de prendre de l'alcool l'été sont plus nombreux que l'hiver. Pour les fêtes de fin d'année, c'est rare qu'on boive toute la journée. Là, avec l'été, je vois Laurence, par exemple. Je bois beaucoup d'eau. Mais c'est quoi cette réputation ? Mais non, j'allais dire, ça va être l'heure de l'apéro bientôt. Oui, donc, évidemment, avec mon nom. Allez, dans 2 heures, un petit rosé glaçon. Voilà, c'est ça. Mais pas en prenant le volant. Un petit rosé, une bière l'après-midi parce qu'il fait chaud. Non, mais je veux dire, ça c'est... Les vacances, oui, c'est une consommation un peu différente. C'est-à-dire que les vacances, c'est synonyme de moments festifs, on est en famille, entre amis, etc. Et en fait, on consomme à plusieurs moments de la journée, c'est un peu étalé, donc c'est un des points importants pour nous de discussion avec les Français, parce que on sait par exemple qu'il y a plus de la moitié des Français qui savent pas quel est le temps d'élimination de l'alcool. Donc quand on consomme à l'apéro du midi et puis après le soir et puis une petite bière en fin d'après-midi, du coup l'idée c'est quand même de bien rappeler, et c'est l'objet de la tournée. On fait notre tournée, on fait surtout le point et on fait de la prévention pendant cette tournée, la prévention du risque alcool et conduite, et on fait le point justement sur ce temps d'élimination qui est vraiment très important pour bien comprendre les mécanismes. Et l'autre point alors c'est quoi, on insiste pendant Sophie, la tournée, vous allez me dire, ça dépend ce qu'on a bu, ça dépend de la corpulence des gens, ça dépend de leur habitude par rapport à l'alcool, mais grosso modo, pour éliminer un verre de vin, il faut combien de temps ? Il faut comprendre que l'alcool continue de monter pendant presque 1 heure après absorption. Et après, ça descend, on va dire qu'il faut 1 heure pour éliminer un verre, 0,2. Mais alors un verre, qu'est-ce qu'on appelle un verre ? Et c'est là où justement nos messages de sensibilisation cet été sur la tournée d'été, elle est importante. En fait, c'est le temps d'élimination, c'est un point essentiel, mais c'est aussi la dose qu'on verse. Et on sait que la dose maison, ce qu'on appelle la dose maison, c'est-à-dire celle qu'on se verse quand la maison est un peu plus importante, plus importante, oui. C'est pas les 6 centilitres du café, ouais. Non, et donc en fait l'idée aussi de cette tournée, c'est de pouvoir faire cette expérience avec les Français. On fait une expérience toute simple, on se pose, on leur demande de nous servir un verre comme s'ils étaient à la maison, donc soit un whisky, une bière, un verre de vin, etc. Enfin peu importe ce qu'ils boivent. Et ensuite on bascule ce qu'ils nous ont servi dans un verre doseur, qui sont les référentiels de doses qu'on appelle les doses barres. Et en fait on se rend souvent compte, et les gens prennent conscience qu'en fait leurs doses sont toujours un peu plus importantes. Et donc là où ils pensent de bonne foi avoir pris un verre, en fait ils sont bien au-dessus. Est-ce que vous avez, Sophie Sainte-Anne, vous qui êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière, comme ce que vous m'aviez fait tester sur les différents équipes auto, parce qu'ils étaient présents aussi, les fameuses lunettes ou le masque spécial, et je peux vous dire que c'est très perturbant. Vous les avez aussi ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est l'autre équipement qu'on utilise aussi pour faire de la sensibilisation sur cette tournée d'été. C'est les lunettes alcool. Alors les lunettes alcool, finalement,
c'est pas exactement ce que vous voyez quand vous vous mettez au volant, mais l'idée c'est de comprendre finalement quel est le mécanisme et ce que l'alcool génère. En fait, l'alcool, ça crée assez rapidement une modification du champ visuel et une modification de comportement des 0,3 grammes. Donc vous n'êtes même pas encore à la limite que déjà les effets se font sentir. Et puis ça allonge le temps de réaction, ça modifie donc le comportement, c'est ce que je vous ai dit, et donc le risque d'accident augmente. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler, Sophie, quelles sont les limites légales pour conduire et à quoi ça correspond en termes de prise d'alcool ? Alors, pour les jeunes conducteurs, la limite, c'est 0,2 grammes par litre de sang. Pour les jeunes conducteurs, donc les permis probatoires, probatoires, oui, voilà. Sinon, au-delà, c'est 0,5 grammes par litre de sang. À savoir que si vous m'avez suivi, il y a quand même cette idée que, attention, on n'est jamais vraiment sûr de sa dose si on s'est servi à la maison. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de rappeler finalement la question de l'alcool et de la conduite, ça s'anticipe. Le mieux, quand on boit, c'est de ne pas reprendre le volant. Mais comme on ne sait pas vraiment à quel moment on aura vraiment tout éliminé, il y a plusieurs solutions. Donc, on anticipe. Soit on dort sur place. Voilà, le sujet est réglé. Soit on choisit un SAM, c'est-à-dire celui qui n'a pas bu, ne conduira pas. Ou alors, si on a un doute, on s'autoteste. Il existe aujourd'hui dans tous les commerces, au rayon alcool souvent, on a la vente d'éthylotests. Et donc l'idée, c'est d'en avoir toujours sur soi pour pouvoir finalement s'autotester et être sûr de pouvoir ou non reprendre le volant. Et puis bon, après, ça n'a rien à voir avec la route, mais on sait, l'alcool déshydrate énormément les corps. Ouais, l'idéal, c'est pas ceux des pieds, mais un verre d'alcool, un verre d'eau. Ouais, enfin disons que voilà, il faut savoir aussi que ça déshydrate beaucoup et en ces moments de grande chaleur, voilà, c'est bien de ne pas trop boire quoi qu'il en soit. Sophie, donc vous allez faire la tournée des plages pendant tout l'été. Ça démarre où et ça s'achève où ? Ça s'achève où ? Ça s'achève. Ça démarre à Dunkerque, ça démarre où ? Ça a commencé le 7 juillet, ça finira le 7 août. Et voilà, on tourne. Alors, vous avez toute la liste de où vous pouvez nous retrouver tout l'été sur notre site internet, donc préventionroutière.asso.fr. On vous y attend avec grand plaisir, mais vous avez compris, du coup, c'est pas notre tournée, vous y trouverez pas finalement de l'alcool, mais plutôt des messages pour que les vacances se passent bien. Oui, c'est pas de la morale, mais c'est du conseil en fait. Non, voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger, discuter. Et que les gens puissent comprendre. Parce que parfois, on leur dit c'est interdit sans leur expliquer le pourquoi du comment. Donc c'est ça qui est important. Et puis les jeunes, n'hésitez pas. Ils auront toutes les explications, en effet. Les jeunes, n'hésitez pas à aller tester tout ça, parce qu'il y a le permis à 17 ans maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci Sophie. De rien, merci à vous. Et puis bon été. Je ne sais pas si vous la faites, vous, la tournée des plages. Oui. Ouais, alors pensez à vous mettre de la crème solaire. Et à boire de l'eau. Sophie Saintin, qui est déléguée générale de l'association Prévention Routière. On a eu quelques messages sur la page Facebook de Sud Radio. Par exemple, Renaud qui dit l'expérience du verre doseur, énorme différence. Donc il l'a faite. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs sur le live Sud Radio, vous êtes déjà nombreux, qui marche bien dès le départ. Bonjour à Stéphane, bonjour à Renaud, bonjour à Christophe, bonjour à Desmo Foufou, j'adore ce pseudo. Voilà, vous êtes déjà nombreux à être avec nous, ça nous fait plaisir. Allez, une pause. Dans quelques instants, on fera un point sur le match France-Nouvelle-Zélande. Et juste dans quelques minutes, eh bien, on va accueillir Cédric qui a une question pare-brise à nous poser. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Et tout de suite, et avant de reprendre, on parle auto, on fait un point sur le match France-Nouvelle-Zélande, Jules. Et oui, Laurence, on joue la 50e minute de jeu. Les Français qui sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions et qui ont même marqué leur premier essai de la rencontre par le joueur du Stade Français, Léo Barré. Ça a été transformé par Nolan Le Garec, on vous l'a dit, c'est mieux. Donc ça fait 29-10 pour les Français, 52e minute de jeu. Et bien vous savez ce qu'on dit, rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde d'une confrontation sportive. Merci beaucoup Jules Boscorini, mon Jules. On vous retrouvera juste au moment de ce qui se passe avant la publicité prochaine par exemple. Allez, tout de suite, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Alors je sais pas si c'est parce que ça sent les vacances, mais je trouve que j'ai une diction qui est pas très bonne et mes idées ont du mal à se mettre les unes derrière les autres. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous voyez, on ne vous a pas oublié. Oui, Cédric, on va malheureusement aborder avec vous un sujet qui risque de concerner beaucoup d'automobilistes pendant les vacances, puisque je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, ça y est, on a commencé à remettre du gravillon sur les routes. Donc ça va être la mort à répétition des pare-brises. Ça vous est arrivé, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Donc, Cédric, j'ai un soutien. Excusez-moi, vous êtes sur haut-parleur ? Oui. Ouais, alors il faut couper le haut-parleur, c'est pas possible en radio. Donc on rappelle à tous ceux qui passent à la radio, toutes les radios, qu'il faut couper les haut-parleurs, sinon ça fait de l'écho. D'accord, excusez-moi. Non mais il n'y a pas de souci, Cédric, il n'y a pas de souci. Vous copierez 100 fois, je vois pas... D'accord, et je commence tout de suite. Oui, allez. Posez la question d'abord, avant de commencer à faire vos lignes. Donc j'ai un pare-brise à changer sur une WC124. Ouais, Mercedes. Donc, oui, et donc mon assureur a plafonné la réparation à 900 et quelques euros, alors que mon devis il est à plus de 1300 euros. D'accord. Donc je voulais savoir comment ça se passe dans ce cas-là. Eh ben je me suis dit un recours ou pas. Ouais. Voilà. Alors je me suis dit plutôt que de répondre moi, on va prendre un spécialiste et on a avec nous Christophe Dandois, qui est le cofondateur de la néo-assurance Léocard, avec qui on avait parlé justement il y a quelques mois de cette problématique des pare-brises. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurent, bonjour Christophe. Christophe, une question, on dit Léocard ou Léocard ? Léocard, parce que Léocard. C'est anglais. Oui, yes. Un partout. Jean-Luc fera sans ligne. Ouais. Oh là, vous êtes dur. J'aime bien, tout le monde suit. Bon, alors, Christophe, comment ça se passe ? On sait qu'il y a une vraie problématique entre les assureurs et les sociétés qui remplacent les pare-brises. Alors, c'est pas forcément les concessionnaires, ça peut être des sociétés spécialisées, je vais pas donner les noms, mais il y en a au moins deux très connus. France pare-brise. Ouais, et puis... Ah, on avait dit qu'on ne donnait pas les noms, pardon. Voilà. Et puis Carglass. Voilà, comme ça on en a donné deux pour la concurrence. Comment ça se passe d'ailleurs, Christophe ? Oui, alors sur le sujet des pare-brises, peut-être pour éclairer les auditeurs, quelque part l'assureur et l'assuré ont un même objectif, à la fois de satisfaire et aussi de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Depuis 2015, notamment depuis la loi Hamon, on laisse la liberté à l'assuré de choisir s'il préfère réparer son pare-brise dans le réseau de partenaires, dont notamment souvent les deux noms que vous venez de citer, ou de laisser la liberté de l'assuré de choisir son réparateur qui peut être un carrossier ou éventuellement le concessionnaire. Le concessionnaire, oui. Voilà, exactement. Juste en termes de chiffres, parce qu'on aime bien toujours être précis dans nos échanges, sur le marché en moyenne constaté chez tous les assureurs, mutualistes, banques assureurs, on est aux alentours de 700 € en moyenne de coûts de réparation dans le réseau agréé, et on est plutôt autour de 1000 € en dehors du réseau agréé. Donc c'est 300 €. Rappelons quand même que c'est les assurés qui sur plusieurs années payent la différence. Donc par rapport à la problématique de Cédric, qui est classique, avec un écart de tarifs ou autre entre ce que lui propose finalement son contrat et ce que lui propose le devis de son réparateur. Un assureur ne peut pas être contre son intérêt, c'est-à-dire si Cédric va dans un réseau agréé, son assureur va toujours aller dans son sens. Ça, c'est un premier point. Deux, à partir du moment où il y a un écart tarifaire, c'est-à-dire que Cédric se sent entre guillemets lésé par rapport au devis versus ce que lui propose son contrat, eh bien s'il y a un écart, s'il y a une insatisfaction, c'est proposer à son assureur de faire venir un expert. Ça aussi, c'est classique dans le monde de l'assurance, et cet expert a la capacité technique et donc financière à estimer si finalement le devis de Cédric est, désolé d'utiliser ce mot, mais un peu abusé par rapport au marché. On va regarder deux choses dans ces écarts. On va regarder le coût du pare-brise en lui-même et on va regarder le prix d'intervention à l'heure de ce partenaire pour avoir une enveloppe complète. Donc pour répondre à Cédric, il y a un écart. Je ne sais pas si Cédric a fait ça dans un réseau agréé ou non agréé. C'est peut-être déjà une première question. On va lui demander, Cédric. Donc j'ai fait un devis dans un réseau agréé et non agréé. Par contre, moi j'ai un souci, c'est pour le changement du pare-brise, donc j'ai un joint aussi qui a changé. Donc le réseau agréé, par contre, eux, ils veulent me faire signer un papier comme quoi s'il y a des dégâts sur la voiture, ils ne sont pas responsables. Et contrairement lui au carrossier, le devis est plus élevé, mais par contre lui il est compétent à le faire. Donc en plus il me change le joint et tout.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence de qualité aussi dans les... Ah oui, tout à fait. C'est pas le même pare-brise. Hein. D'accord. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Oui. Est-ce qu'on peut être en droit, en fait, la vraie question, Christophe, est-ce qu'on peut être en droit de réclamer une pièce d'origine ? Alors, par rapport à ça, parfois d'ailleurs c'est même indiqué dans votre contrat, hein, les pièces de remplacement. Quand c'est un pare-brise, on n'est pas dans des problématiques d'intégration de pièces entre guillemets anciennes. C'est écrit dans le contrat, donc ça c'est assez facile pour Cédric de le vérifier. Et là, dans le contexte qui est évoqué, j'ai l'impression qu'on dépasse quelque part la notion du pare-brise. Il y a cette baguette qui peut être vue en effet du partenaire choisi. Donc peut-être pour Cédric, une alternative qui est d'appeler son assureur et pour qu'il puisse lui donner un autre partenaire qui aura peut-être lui pas seulement l'aspect carrossier, mais peut-être pas seulement l'aspect glacier, mais aussi l'aspect carrossier. Et là peut-être que ce nouveau partenaire sera en situation de le changer. Et si l'assureur ne veut pas entendre, la solution c'est de demander à faire appel à un expert. Et ça, un assureur ne le refusera pas parce que c'est aussi son intérêt de constater et dans tout état de cause de trouver satisfaction dans cet aspect de remplacement. Et donc pour répondre à la question, au final, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rôle de l'assurance, ce n'est pas de faire entre guillemets gagner de l'argent, hein, c'est d'indemniser pour remettre en état, c'est quelque part la pièce avant le sinistre. Et donc cet écart-là, souvent il y a des discussions un peu sans fin, mais je pense que pour Cédric, c'est trouver peut-être un autre partenaire qui lui aura la capacité de faire et glacier et carrosserie, ça c'est déjà un premier niveau. Et puis si ça ne marche pas, faire appel à un expert qui va se déplacer, ou même peut-être pour pas faire perdre de temps à Cédric, hein, il y a ce qu'on appelle les EAD, ça s'appelle les expertises à distance, très classique chez tous les assureurs. Peut-être que pas simplement par une prise de photo et un envoi par mail à son assureur, peut-être que Cédric finalement va trouver sa solution. C'est devenu de plus en plus cher les pare-brises, c'est devenu technique et aujourd'hui le prix des pare-brises a explosé, c'est le cas de le dire. J'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook suite au témoignage de Cédric qui avait pris un gravillon, hein, c'est ça, ça. Bon, alors évidemment on peut tous se prendre des gravillons mais pas seulement. Alors on a plein de réactions par rapport à ça. Par exemple, Stéphane dit si c'est la DDE, est-ce que c'est pas la DDE de prendre en charge ce genre de réparation ? Ah, il faut vous expliquer que non, parce qu'ils mettent des panneaux qu'il faut ralentir. Malheureusement, c'est souvent lorsqu'on croise un véhicule qui a une projection de gravillon, c'est le véhicule qui arrive en face qui trinque. Hein. Ça, il y a hélas rien à faire. Et quand on leur demande pourquoi ils mettent du gravillon en ce moment sur les routes, ils disent parce que c'est le seul moment de l'année où ça colle effectivement bien par terre. Donc la solution auprès de la DDE n'existe pas. Les pare-brises dans les 18 mètres. Et ils sont faits en Chine ou quoi ? Parce que Nathalie me dit 6 semaines pour faire venir un pare-brise de Chine. Nathalie, pourquoi il vient de Chine votre pare-brise ? Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, les fabricants, voilà. Et puis, oui. Oui, excusez-moi. Par contre, au sujet du prix du pare-brise, par contre, ça vaut 3 fois rien le prix d'un pare-brise chinois. Et 3 fois rien, qu'est-ce que vous appelez 3 fois rien ? Vous avez déjà le transport Si je vous dis le prix, vous allez peut-être pas me croire. Allez-y. J'ai vu des factures, je connais quelqu'un qui travaille, c'est aux alentours des 70 €. Oh ! La qualité est peut-être pas la même, hein, parce que 70 €, vous avez déjà le transport depuis la Chine. Moi je veux pas mettre ça en plus, donc. Non, puis il faut faire attention. Je pense pas que ce soit pour la Mercedes de Cédric, 60 €. Non, mais après il faut faire attention au bas de gamme. Hein. C'est comme les pneus, on en parle souvent, qui sont pas sécures du coup sur la route. Là, votre pare-brise, s'il vous explose à la figure parce que il est pas feuilleté ou il est pas de qualité ou machin, bim. Mais le souci, c'est que même l'assureur, il nous dirige plutôt vers ces genres de pare-brise, vu qu'ils sont agréés avec certaines sociétés. Christophe Dandois, vous en dites quoi, vous qui êtes cofondateur de la Néo Assurance Léo Caire ? Toujours pareil, hein, le factuel dans l'engagement qui est pris dans les contrats, le sujet c'est la capacité à remplacer le pare-brise. On joue pas, c'est l'intérêt de personne. Vous imaginez bien d'un assureur de remplacer par un pare-brise qui pourrait exploser au visage ou dans la voiture d'un assuré. Donc je pense pas que ce soit ce genre de position que le marché d'assurance français tient. C'est évident qu'il peut y avoir des différences de qualité de vitre, mais en tout état de cause, ce sont des éléments référencés,
certifié, donc peut-être qu'il y a le cas dans le cas de Céric, mais je pense que le point plus global, c'est que, comme le disait Jean-Luc, les montants en quelques années ont pris presque 30%. Donc ça c'est évident, voilà. Et le problème qu'il y a globalement, c'est que c'est pas la volonté de changer ou de mettre de la qualité. Là où il y a un problème sur le marché français, d'ailleurs, ça ne s'arrête pas qu'à la France, c'est le fameux cadeau. Hein. Et donc pourquoi aujourd'hui il y a un peu de tension sur ces sujets de pare-brise sur le coût, c'est que l'assureur est prêt à assumer le coût. Et vous savez, quand je viens de dire qu'il y a 700, entre 300 euros en moyenne entre agréés et non agréés, je dis que ça, c'est pour le marché en moyenne. J'imagine que vu le véhicule dont parle Cédric, la moyenne est supérieure entre un agréé et non agréé. Bon, en tout cas, c'est un gros sujet, ça réagit beaucoup. De toute façon, on est d'accord, Christophe, il faut monter un pare-brise qui est homologué. C'est obligatoire, parce que quand on parle de pare-brise chinois, oui, il faut que ce soit homologué par des voies, on va dire peut-être parallèles, il faut qu'il soit homologué, quoi qu'il arrive. On va se faire gronder. Juste, Christophe Dandois, si vous en êtes d'accord, c'est un sujet qu'on pourra faire dès la rentrée. Il y a énormément de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, beaucoup de questions sur les pare-brises. On pourrait peut-être faire une chronique pare-brise comme on fait une chronique pneu, mais comme quoi, vous voyez, la voiture s'intéresse dans tous ses états et tous ses organes. Merci beaucoup, Christophe Dandois. Merci Christophe, et puis merci Cédric. Et surtout merci Cédric. Et bon, on espère que les conseils vont vous être utiles. Ah oui, il est parti Cédric. Voilà. On lui souhaite un bon week-end. Voilà. Avant la pub, il faut qu'on donne la parole à notre ami Jules Boscherini parce qu'il se passe des choses. Et oui, et toujours pas dans le bon sens. Laurence, on joue la 63e. Je propose au revoir Jules. Les All Blacks qui ont marqué un 5e essai et à l'instant un 6e essai. Non. Le 5e, c'est Will Jordan qui a marqué son 41e essai en 43 sélections, et à l'instant c'est donc Rico Ioane, l'ailier All Blacks, sur un de ses rares ballons, qui inscrit le 6e essai des All Blacks. La barre des 40 points est passée et ça fait donc 41-10 en attendant la transformation de Boden Barrett. Allez, on y croit les Français, on se bouge, on sait qu'on a du jus, ça peut réagir. Allez, tout de suite une pause et ce sera l'essai de la semaine, mais qui sera le meilleur essai de l'année, vous allez comprendre après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et si vous nous rejoignez à l'instant, et si même vous découvrez cette émission exceptionnelle, on parle auto, ça arrive. Oui, mais enfin, non, il y en a qui viennent de naître, tu sais. Ah, c'est ça, ouais. Tous les ans, à la même époque, pour la dernière émission, l'ami Jean-Luc prend le volant de son coup de cœur de l'année. Exactement, c'est le coup de cœur de l'année. Alors, j'ai hésité entre deux voitures. Ah. J'ai hésité entre, Anthony, mets pause sur cette. Mets pause, parce que il y a plus de suspense. Bah non. J'ai hésité entre le Dacia Bigster. Ah oui. Voilà. Tu as raison. Parce que SUV, familial, en version hybride qui consomme que dalle, c'est juste étonnant, qui est une voiture qui est sexy, sympa à conduire, confortable. Je dis ça, c'est quand même le truc. Mais la voiture qui m'a le plus bluffé entre l'attente que j'avais, parce que j'avais conduit la R5 électrique qui était hyper sympa. Ouais, trop bien. Et je me suis dit, la Renault 4 e-Tech, elle va être, ça va être une R5 plus grosse, donc moins sympa à conduire. Et je me suis trompé, parce qu'en fait, la Renault 4 e-Tech est plus sympa même que la R5, et je peux vous dire, allez, peut-être que ce sera la voiture de l'année. La vraie voiture de l'année, élue par un jury de professionnels. Alors, juste on verra une chose, à la fin de l'année. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ni ton essai Blister de Dacia Bigster, ni la R5, ni toutes les autres de l'année, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Sud Radio. Vous tapez l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc. Enfin, vous mettez Jean-Luc Moreau, parce qu'on ne l'appelle pas l'ami Jean-Luc sur la page YouTube. Et vous avez les 200 essais qu'il doit y avoir en ligne. Tous les essais. Vous avez tout l'été pour rattraper le retard. Il y aura une interro à la rentrée. Voilà. Alors maintenant, vas-y mon Anthony, maintenant qu'on te le dit, envoie ton image. Voilà. Alors on la voit, cette Renault 4 e-Tech qui surfe aussi sur la fibre nostalgique comme la R5. Ça vise à faire quoi ? À démocratiser la voiture électrique. La voiture électrique continue à faire peur. Donc on se dit que si on fait appel à la nostalgie, au passé, ça c'est rassurant. Et effectivement, ça marche. Ça fonctionne quand même. Donc par rapport à la Renault 5, c'est un modèle plus familial et plus polyvalent. Donc on reprend certains codes de la 4L d'antan. Alors normalement, j'ai pas le droit de dire 4L, je le dis quand même. Oui, Renault 4. Voilà, exactement. Il y a les feux avant, on les a vus. Il y a la ligne de caisse qui est marquée. Et puis on a une couleur sur notre voiture qui est le bleu Hauts-de-France, car cette voiture, origine France garantie, s'il vous plaît, est fabriquée à Maubeuge. Les ch'tis. Voilà.
là où il y a le fameux le clair de lune à Et pas Maubeuge. que. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que l'aspect général de cette Renault 4 donne l'impression d'avoir affaire à une grosse voiture. On la voit pour ceux qui ont la vidéo, mais elle ne mesure que 4,14 m de long. Donc c'est une petite auto si vous avez un petit garage. Les roues sont aux 4 coins, ce qui permettra d'avoir une habitabilité qui est assez généreuse. Bon, des roues qui sont grandes, des roues de 18 pouces, des roues de 18 pouces, et puis un coffre qui est grand aussi. Renault insiste d'ailleurs sur la capacité de ce coffre avec un haillon motorisé 420 litres. C'est bon, avec un seuil de chargement qui est bas, on peut même s'asseoir pour refaire son lacet. La R4 utilise la même plateforme que la R5, mais avec un empattement qui est allongé à 2,60 m. Donc l'espace arrière est assez généreux. C'est pas une limousine, mais on a quand même de la place pour mettre ses jambes. Elle emprunte aussi la planche de bord à sa petite sœur. On ne s'en plaindra pas car elle est plutôt bien dessinée. Là aussi, il y a quelques références au passé. La qualité des matériaux est bonne. Il reste quelques plastiques rigides, mais il faut bien faire quelques économies à certains endroits pour proposer un prix serré. Les compteurs font appel à un écran de 10 pouces qui est lisible, mais qui manque un peu de fantaisie par rapport au reste de l'auto. Moi, j'aurais aimé des cadrans ronds. On m'a promis chez Renault tout en haut que, comme c'était juste un programme, il n'était pas impossible que bientôt il y ait une évolution de ce côté-là. On a des palettes au volant qui sont apparues. Et pourquoi ? Simplement parce que c'est une des premières Renault à avoir de la conduite une seule pédale. Donc, quand vous avez la régénération au maximum, vous n'avez plus besoin de toucher à la pédale de frein, par exemple, pour la conduite en ville. C'est ce qui va arriver également sur la R5 bientôt avec une première évolution. Bonne chose aussi, on a toujours ce fameux bouton avec 2 pressions et pouf, ça vire les aides à la conduite qu'on n'aime pas, c'est-à-dire pratiquement toutes. Et puis enfin, on a le système Open Air Link qui est conçu en partenariat avec Google, qui est un modèle d'ergonomie, de fluidité. Et pour conclure ce tour du propriétaire, précisons que notre finition haut de gamme iconique est très bien équipée avec entre autres un volant et des sièges chauffants. On essaye aujourd'hui la version la plus puissante, parce qu'il y a plusieurs niveaux de puissance, 150 chevaux, avec la grosse batterie 54 kWh, dont la chimie, alors c'est important, c'est du nickel manganèse cobalt, ça permet de limiter l'encombrement l'encombrement et surtout le poids de la voiture, parce qu'on aurait pu faire appel à une chimie moins chère, la voiture aurait été moins chère, mais elle aurait embarqué moins de capacité de batterie, donc elle aurait fait moins de kilomètres. Avec un châssis, un moteur électrique de R5 E-Tech, on se dit que cette Renault électrique va beaucoup ressembler à sa petite sœur quand on va prendre le volant. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, je vais vous dire pourquoi. Elle est même plus agréable à conduire que la R5. Et ça a été ça ma grosse surprise, et c'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui. Son confort et son silence sont supérieurs, tout en conservant une belle vivacité. En effet, malgré un poids et un empattement qui est supérieur à la R5, la 4L reste un régal d'équilibre dans les virages, avec les 245 Nm de couple, les 150 chevaux. Bon, on a des accélérations qui sont toniques, 0 à 100 en 8 secondes 2, et puis même quand on mange les ralentisseurs, on n'est pas trop secoué. Les fameuses palettes au volant permettent de récupérer, comme je vous l'ai dit, jusqu'au mode one pedal, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'utiliser la pédale de frein. Et puis sur autoroute, avec le pare-brise doublé, le confort acoustique est très bon. Ça n'est pas la seule bonne surprise. Certes, j'ai roulé avec la voiture au Portugal. J'ai pas fait d'autoroute à 130 km/h, c'est limité à 120 là-bas, mais sans rouler de façon mollassonne, j'ai consommé, et c'est un de mes records de consommation, 13 kWh au 100 km. Ça veut dire que on peut couvrir les 400 km qui sont promis par le constructeur. Pour la recharge, c'est pas trop mal, avec des allures de charge maximale. 11 kW en courant alternatif, c'est du grand classique, et 100 kW en courant continu, avec une courbe de charge qui est quand même assez plate, en plus des fonctions V2L et V2G. Là, Laurence va vous expliquer ce que c'est. Oui, ce sont les bornes compatibles pour votre voiture et votre maison, au cas où. Qui vous permettent de redécharger l'électricité de la batterie dans votre... Vous chargez la voiture la nuit, par exemple, vous voulez faire des lessives dans la journée, vous branchez la voiture, enfin la machine à laver, pas directement sur la voiture. Mais presque. Vous branchez en fait... Ça redonne l'électricité à votre domicile, si vous en avez besoin. Exactement, et puis ça pourra en redonner par la suite carrément au réseau. Et Renault est le seul à le faire pour l'instant, et quand vous achetez une voiture chez eux, ils installent le système. Ils vous proposent une borne compatible, mais il faut passer par eux pour installer la fameuse borne. Bon, au final, cette R5, cette Renault
oui, j'en arrive encore à faire. Cette Renault 4 e-Tech, elle est craquante, hein, même si, alors on va avouer, hein, son look, il est moins sexy que celui de la R5, mais elle est plus confortable, elle est plus polyvalente, elle est plus familiale pour à peine plus cher. Le modèle de base coûte un peu moins de 30 000 € et la version iconique avec le gros moteur, la grosse batterie coûte 37 490 €. En plus, elle a une garde au sol un peu supérieure et quand c'est l'été, vous allez pouvoir sortir un peu des sentiers battus pour aller à la plage. Et puis, elle profite du bonus écologique puisque, on l'a dit, elle est fabriquée en France. À Maubeuge. Maubeuge, exactement. Est-ce que ça sera la voiture de l'année Affaire à suivre avec les Automobile Awards. Je pense que ça risque d'être la... Alors pas qu'avec les Automobile Awards, avec le titre de la voiture de l'année. Voilà. Je pense que ça pourrait être la voiture de l'année. Ça peut effectivement faire... Mais moi je l'ai essayé aussi sur les tests des e-trophées de la MAM qui ont eu lieu début juin. Oui, pareil, elle a eu quelques prix aussi. Exceptionnelle, mais vraiment elle est très agréable. Elle est surprenante. Et elle peut vraiment, ça fait partie des voitures qui peuvent vraiment vous faire aimer l'électrique. Changer totalement paradigme sur l'électrique. On va pas se mentir, pour partir en vacances, si vous avez 1500 bornes à faire, non, mais je parle du plaisir de conduire. Ça va être moins pratique qu'un véhicule thermique. Mais on est d'accord. Puis vous savez que j'aime ma thermique. Bon, allez, merci beaucoup. Vous retrouvez donc cette magnifique essai sur la page YouTube de Sud Radio. Notre ami Anthony qui réalisait l'émission nous en a donné quelques extraits sur la page Facebook où vous êtes encore nombreux à nous rejoindre. Bonjour à tous ceux qui arrivent. On fait une pause et puis on continuera dans quelques instants avec une nouvelle voiture. On en parlera en détail. C'est une toute petite. Ouais, ça c'est quand vous avez trop pris l'apéro. Allez, on en prend. On en parle après. Et juste avant de reprendre le cours dont parle Auto, on va faire un point sur la fin de ce match France-Nouvelle-Zélande, Jules. Ouais, et un essai français à l'instant, inscrit par Joshua Brennan, le numéro 4 français qui marque son premier essai international. Bon, le score est toujours très lourd en défaveur des Français, puisque les All Blacks mènent 43-15 en attendant la transformation. Il reste 3 minutes à jouer. Voilà, beaucoup d'imprécisions et d'erreurs aujourd'hui pour les Bleus qui se sont fait dépasser dans tous les secteurs de jeu par la Nouvelle-Zélande, et la transformation qui est actuellement en train d'être tapée et qui va passer. Ça fait 43-17, encore 2 minutes à jouer à Wellington. 43-17 pour la Nouvelle-Zélande. C'est un peu une claque quand même. On se prend un peu merci Jules, on fait un dernier point donc dans moins de 3 minutes pour annoncer la fin du match qui est déjà pré-annoncé. Bon, allez, tout de suite on parle auto avec vous. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler surtout d'une petite voiture, une toute petite voiture sans permis, grâce à Simplicicar. Bonjour Sylvain Ritaco. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, il y a Jean-Luc qui est avec nous. On est en train de se dire que là, on fêtera pas la victoire de la France contre les All Blacks, donc les gens vont pas trop consommer d'alcool, ils vont pas trop prendre le volant après, et donc c'est des clients en moins pour vous, ça c'est terrible. Vous êtes directeur du réseau et du développement de Simplicicar, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est quoi Simplicicar ? On dit Simplicicar d'ailleurs ? Oui, Simplicicar, tout simplement. Car simplement, voilà. Alors Simplicicar, c'est un réseau de franchise qui accompagne les particuliers dans la vente de leurs véhicules, aussi bien voitures que motos, et au niveau des professionnels pour leur location longue durée, au travers de un tout petit peu plus de 100 points de vente aujourd'hui, principalement en France métropolitaine, mais on a également en Guadeloupe, en Martinique, et puis on développe pas mal la Belgique actuellement. Alors, pour bien comprendre, si moi, même en tant que particulier, si j'ai un véhicule à vendre, je le dépose chez vous, le client éventuel va chez vous plutôt que de venir chez moi. C'est comme ça que ça se passe ? Exactement. D'accord. C'est vraiment bien. On va prendre votre véhicule, on va faire une estimation ensemble de votre véhicule pour être d'accord sur le prix, et puis on va le remettre en vente. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à être harcelé par des coups de fil sans cesse par rapport à vos annonces sur le Bon Coin. On ne sait d'ailleurs pas qui est derrière le téléphone. Des fois, ça peut être des gens sérieux comme moins sérieux. Et puis aussi, le fait de venir acheter le véhicule chez nous, tout simplement, on va pouvoir accompagner aussi l'acheteur, déjà en lui donnant 12 mois de garantie minimum sur le véhicule. On va pouvoir l'accompagner s'il a besoin d'un financement, des extensions de
garantie, etc., chose que vous, en tant que particulier, vous ne pourrez pas faire. D'accord. Donc vous êtes dans la voiture d'occasion, vous êtes un des leaders dans la voiture d'occasion, et un matin, comme ça, vous avez dit, tiens, si on faisait un peu plus, si on commercialisait un véhicule électrique sans permis, parce que il faut dire que le segment a le vent en poupe, et vous avez flairé la bonne opportunité, c'est quoi la raison ? Alors, il y a effectivement un vent qui porte vers ce genre de véhicule, mais c'est pas que ça. C'est surtout pour pouvoir terminer une boucle. On a tout type de clients, forcément qui ont leur permis de conduire, mais on n'avait pas ceux qui ne l'avaient pas ou qui ne l'avaient plus. Oui. Et du coup... Voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup, malheureusement, tous les ans. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, voilà, il y a le véhicule sans permis et de surcroît électrique qui pourrait terminer cette boucle en proposant déjà aux plus jeunes conducteurs dès l'âge de 14 ans de venir chez Simplicicar avec leurs parents forcément, qui peut-être connaîtront Simplicicar grâce à ça. Et quand vous avez acheté votre premier véhicule quelque part, le jour où vous allez passer votre permis, vous allez certainement le revendre, et donc venir, pourquoi pas, de nouveau chez nous, et pourquoi pas aussi acheter votre première, entre guillemets, vraie voiture chez nous. Donc on termine une boucle en apportant une nouvelle clientèle dans notre réseau. Bon, on dit les choses sur Sud Radio, on parle vrai, donc vous êtes adressé aux Chinois pour créer une petite voiture. Pour créer une petite voiture électrique qui a commencé à être commercialisée il y a un an environ, et aujourd'hui il y a une nouvelle version qui arrive avec une promesse, c'est le meilleur rapport prix-prestation du marché. Expliquez-nous. Mais elle est craquante en plus. Moi, je l'ai vue. Elle est vraiment craquante. Je vous laisse dire. Pardon. Ouais, elle est mignonnette. En plus, elle sort dans des couleurs sympas, notamment même le rose. On a eu beaucoup de demandes sur le rose. Les demoiselles en sont folles. Ouais. Et donc, oui, le but, c'était, si vous voulez, on n'a pas, nous, les arguments que peuvent avoir les grosses machines comme Stellantis, notamment au niveau de la communication et télé, parce que voilà, c'est des budgets qui sont gigantesques pour nous. Donc, il fallait qu'on arrive avec des choses différentes. Et on a pris le parti pris d'offrir pour un prix équivalent à la concurrence une voiture qui est une vraie voiture complète, comme une vraie voiture d'aujourd'hui. Alors le prix, parce qu'on en parle. Vos concurrents, on les connaît, c'est principalement la Citroën Ami qui est la plus ancienne, avec la Fiat Topolino qui est son dérivé un petit peu plus sexy que la Citroën Ami, qui sont assez basiques, pratiques. Les ados adorent parce que ça leur permet d'avoir une voiture tout en n'ayant pas le permis de conduire. Mais là, vous êtes donc sur le même créneau, donc donnez-nous le tarif. Et c'est quoi les plus ? Si, admettons, je suis le papa d'un ado et vous voulez me vendre votre voiture plutôt qu'une Fiat Topolino, par exemple. Alors déjà, le prix, c'est 9 480 € livré, sur lequel je me permets d'ajouter que en ce moment même, il y a une promo en fonction de ceux qui ont eu leur brevet. C'est des soldes. Et oui, non, c'est pas des soldes, c'est par rapport à ceux qui ont eu leur brevet. Plus vous avez une mention importante, plus vous avez une remise sur la voiture qui va jusqu'à 400 €. Donc si vous avez eu votre brevet avec mention, faut sauter dessus, c'est maintenant. Donc c'est 9 080 € si j'ai eu mon brevet. Avec mention. Voilà, si vous avez avec mention, très bien. Voilà. Même si je l'ai eu il y a 45 ans. Ça marche plus, Jean-Luc. Non, mais en fait, ce qui est important de préciser, c'est qu'on va pas non plus faire le radio achat, mais c'est que les prix sont effectivement très bien placés, quoi. 9 400, c'est... Ouais, surtout que par rapport à ce qu'offre la voiture, en fait. C'est ça le tout, parce qu'un prix, c'est une chose, mais il faut voir le produit en face. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va séduire un papa ou une maman, ou les deux, par rapport à un ado ? Déjà, c'est que la voiture est hyper confort, elle a un vrai coffre de 400 litres, et puis ce qui va aussi surtout séduire l'ado, c'est qu'il va pouvoir brancher son téléphone sur la voiture avec un Media Center sur lequel il va pouvoir télécharger les applis dans la voiture, même qu'il n'a pas sur son téléphone. Alors Sylvain, tout ça c'est en série, y compris les vitres électriques, comme une vraie voiture. Voilà, c'est ça. Et attention, il nous reste à peine une minute. Attention, il faut être synthétique. Caméra de recul, vitre électrique, caméra de recul, siège simili-cuivre, démarrage automatique sans clé, fermeture centralisée des portes, allumage des feux automatiques, etc. Et surtout une autonomie de 100 km et le chauffage, chose qui manque cruellement. Exactement, j'allais vous dire. Moi, pour avoir essayé la Topolino l'hiver au moment où il pleut,
pleuvait, je peux vous dire, j'ai vécu un grand moment de terreur. Ouais, oui, tu as eu très peur, tu l'as dit. Chauffage efficace, c'est vraiment essentiel. Et puis surtout, parce que malheureusement, on arrive à la fin, Sylvain Ritaco, vous qui êtes le directeur du réseau et du développement de Simplicicar, la fameuse Simplicicar S1, elle est vraiment mignonne, elle a vraiment une bouille terrible. Alors on n'est pas en train de vous pousser à la consommation, hein, vous qui nous écoutez, mais sachez que c'est un nouvel acteur également, enfin c'est un acteur qui propose de la qualité sur la voiturette sans permis. Merci beaucoup, donc, Sylvain. On la trouve en plus dans les 100 points de vente Simplicicar. Et pas que. Voilà, ou alors allez sur le site lasimplici.com où vous aurez tous les détails. Merci beaucoup. Génial. Et allez voir, il y en a une bleu clair, une rose, elles sont assez craquantes. Moi je comprends pourquoi les ados ils craquent aussi. Tout de suite on fait un point sur le match qui vient de se terminer. Et oui Laurence, c'est terminé à Wellington. Victoire des All Blacks 43-17. Les Français complètement dépassés aujourd'hui, qui n'ont rien pu faire. Ça contraste avec le match qu'on a vécu la semaine dernière. Mais c'est pas grave, il reste encore un 3e match la semaine prochaine à Hamilton pour espérer adoucir un petit peu la note. Très bien. On vous suivra la semaine prochaine, c'est ça? Non, ce sera pas moi. Ce sera Louis de Kergorlet qui prendra le relais. Bonnes vacances, Jules Boscherini. Allez, tout de suite, un point sur l'actu et puis on vous parlera de la voiture qui reste toujours la reine des départs en vacances pour les Français juste après. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et peut-être que parmi vous d'ailleurs, il y a des personnes qui sont sur la route des vacances et qui découvrent On parle auto sur Sud Radio. Donc c'est tous les samedis de 10h à midi. Nous sommes évidemment à partir de samedi prochain en rediffusion estivale, mais nous revenons à partir de la rentrée. Merci de nous découvrir et surtout, on le sait, c'est rouge voire noir selon les coins de France. Soyez prudents, soyez patients et passez de bonnes vacances. Alors tiens, les vacances au mois de juillet, quand on en parle, c'est généralement le Tour de France qui lance le côté un peu psychologique de ça y est, c'est parti, c'est l'été. Le Tour de France, le Tour de la vraie France, je serais même tenté de dire. Cette année, oui, en plus. 1 million, parfois 1 million de spectateurs sur une étape du Tour qui vont avoir la chance cette année de voir sur 2 étapes. Ils l'ont vu hier. On demandera d'ailleurs, tout à l'heure, on aura avec nous le général Bruno Gauthier, qui est général de division de gendarmerie. Quelle a été la réaction des gens au passage des voitures de collection de la gendarmerie, puisqu'il y a des voitures de collection de la gendarmerie qui font certaines étapes en amont de la caravane. Et ce sera le cas pour la dernière étape sur les Champs-Élysées. Ça va être chouette. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Il n'y a pas les champs cette année, c'est Ménilmontant. Ils refont ce qu'on a fait pendant les JO. Et c'est la première année où ce ne sera pas les Champs-Élysées, c'est à Ménilmontant. La dernière étape. Montmartre, Ménilmontant, ça y est, moi je perds Montmartre, n'importe quoi. Ils passent par les champs, mais c'est pas la fin. La fin, ça sera sur Montmartre. D'accord, ok. Ouf, j'ai remis mes neurones en place, pardon. Merci de cette précision, j'adore le Laurence. Et on parlera aussi du Tour avec Skoda qui est partenaire du Tour depuis 22 ans. Alors Skoda, vous saviez ce qu'ils ont commencé à fabriquer au tout début, la marque a 130 ans. Ah, dis donc. Et c'était une fabrique de quoi il y a 130 ans d'après vous? Il y a 130 ans, moi je dirais peut-être de carriole, de chariole, de vélo. Exactement. Fabrique de vélos, il y a 130 ans, Skoda. Et ensuite, ils ont fabriqué des motos. D'accord. Et ensuite, ils ont fabriqué des voitures, ils ont fabriqué des chars, ils ont fabriqué plein de choses. Et aujourd'hui, ils font beaucoup de voitures électriques. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ça a changé pour le Tour de France, de suivre le Tour de France avec des véhicules qui sont certains 100% électriques et d'autres hybrides rechargeables. Et voilà, on leur donnera la parole. Et puisque nous parlons du Tour de France, qui est un peu la thématique de cette deuxième heure de On parle auto, on va donc penser vélo. Si on pense vélo, on pense roue. Si on pense roue, on pense au créateur du premier pneu Dunlop en Angleterre, puis après les frères Michelin, qui ont trouvé, grâce à des courses vélo, de comment changer les pneus plus rapidement que ce qu'on pouvait faire en 18 heures sur les pneus Dunlop. Et donc on parle de pneus maintenant et on va en parler avec .s. Vous allez dire c'est quoi le rapport? Vous allez voir. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. Je vous accorde que ma transition était un peu capillotractée, tirée par les cheveux un chouille. Un chouille alambiqué. Oui, mais comme on parlait du Tour de France vélo, salut Lionel Aberlé. Directeur marketing et communication de .s. Comment ça va? Bonjour à tous les deux, ça va très bien. Pas encore sur la route des vacances, mais ça va très bien. Alors, est-ce que vous aimez le vélo et le Tour de France, vous Lionel, déjà? Alors moi j'aime bien le vélo et le Tour de France parce que, comme Jean-Luc le rappelait à l'instant, c'est la France des territoires. Et puis ça permet réellement de voir dans quel beau pays nous vivons. D'ailleurs, à ce sujet... Tiens, petite piqûre de rappel sur .s qui est un réseau français
indépendant. Et mondial. On a plus de français, c'est Made in France. Oui, mais exactement. Oui. Absolument, puisqu'on a plus de 670 points de vente répartis sur tout le territoire, mais on est aussi sur les 5 continents avec 6800 centres sous les couleurs.s et .s, vous le rappelez, je vous en remercie. Une belle enseigne française créée en 1971. Et puis alors, on ne le dit pas assez, mais là c'est un peu plus la chronique économique de Sud Radio, c'est que .s exporte un modèle économique. C'est pas du, comment on appelle ça, c'est pas de la franchise, mais c'est un modèle unique qui est très demandé dans le monde entier et on peut faire un gros cocorico. Alors absolument, puisqu'effectivement nos adhérents sont aussi les actionnaires de .s, c'est-à-dire c'est une entreprise qui est entièrement détenue par ses actionnaires, pas de fonds de pension, pas d'industriels, pas de manufacturiers. Donc c'est réellement une belle entreprise qui est basée sur l'entrepreneuriat. Et on peut se féliciter puisqu'effectivement en France, les entrepreneurs sont nombreux et puis il y a de nombreuses success stories sur le même type de modèle. Il y a des gens dans la grande distribution ou les équipements de sport par exemple qui reposent aussi sur des contrats d'adhésion. Voilà. Bon, alors vous vous êtes penché sur les départs en vacances et vous avez réclamé à Opinionway une étude sur les moyens de départ en vacances des Français. Il en résulte, on va commencer tout de suite par la fin. Moi j'aime bien, il n'y a pas de suspense. La voiture reste la reine des départs en vacances. On est effectivement sur la voiture qui reste le moyen privilégié pour les départs en vacances. Déjà en France, on sait qu'effectivement il y a un tout petit peu plus d'un Français sur 2 qui part en vacances. Et sur cette catégorie de population, on a 67% des Français qui vont monter dans une voiture. Alors ça peut être en très grande partie bien évidemment une voiture individuelle, mais c'est aussi dans d'autres cas 6% en fait de l'échantillon des voitures dans le cadre de l'autopartage. D'accord. Les enseignes très connues pour cela. Et puis pour seulement 1%, une voiture de location. Donc on sent bien qu'avec ces 67%, même si on va être tout à fait honnête sur une année, il y a un recul de 4 points, mais la voiture reste très très largement plébiscitée par les gens qui prennent la route des vacances. Alors par les jeunes, par les moins jeunes, est-ce qu'il y a une différence entre les deux catégories d'âge ? Alors effectivement, on sent que ça va varier en fonction de l'âge des individus, puisqu'on voit que sur la voiture, par exemple, si on prend les 65 ans et plus, enfin même je veux dire les 50 et plus, 50-64 ans, il y a 72% des gens qui vont prendre une voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances. 35%, c'est encore 74%. Et c'est vrai que c'est les plus jeunes. Il y a que 51% des jeunes qui vont prendre la voiture. Ils n'ont peut-être pas de voiture aussi. Hein. Ça peut être une explication. C'est une bonne réflexion, Jean-Luc, puisqu'effectivement, il y a 30% qui vont prendre une voiture individuelle, mais il y a 19% qui vont faire du covoiturage. Quand on voit que le reste de la population, on est en moyenne à 4%. Et ce qui est étonnant dans cette étude, c'est qu'on voit que ces jeunes des 18-24 ans sont ceux qui vont le plus prendre l'avion. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'ils ont un discours écologique la plupart du temps et on voit que dans les pratiques, ils sont le nez sur leur smartphone à utiliser le streaming alors qu'on sait que en termes de pollution, c'est très néfaste et ils partent en vacances en avion. Donc bon, là, il y a peut-être des choses à dire. Il y a aussi un autre clivage. Il est territorial celui-là. On le remarque. Alors c'est le Tour de France, mais entre les habitants des grandes métropoles et les habitants des campagnes, c'est pas les mêmes choix de départ en vacances non plus. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes choix puisque alors il y a dans le classement il y a un terme, étant lyonnais moi-même je n'aime pas beaucoup, mais il y a 72% des gens qui résident en province qui vont prendre la voiture pour aller en vacances contre 54% de ceux qui sont en Île-de-France. Et il y a réellement un gap qui est très important quand on prend dans les communes rurales, ils sont 79% à prendre leur voiture contre seulement 48% en région parisienne. Alors c'est aussi lié, et il faut être tout à fait honnête, à une facilité de prendre des transports type avion ou train en région parisienne versus dans la belle Creuse. Et puis il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui il n'y a que 35% des Parisiens qui ont une voiture. Donc, les Parisiens intramuros. Parce que les extras, on a tous des voitures. C'est la ville d'Europe qui est la moins motorisée. Elle a réussi son pari. Elle a réussi son pari. Alors sur les voitures, là, on a compris que 67% des gens partaient en vacances en voiture. Mais avec quel type de voiture ? Est-ce que, par exemple, tiens, tout à l'heure, on parlait de la Renault 4 E-Tech. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en voiture électrique en vacances ? Malgré l'augmentation, quand même, presque le doublement du marché de la voiture électrique.
Absolument. Alors on va quand même. Moi j'aime beaucoup quand on parle de doublement parce qu'on s'attend à des chiffres énormes. Bon, on est encore sur une part du parc automobile qui est extrêmement minoritaire, mais effectivement qui vise. C'est quoi, c'est 5%? C'est 5%, absolument. Et quand on regarde effectivement sur le type de voiture individuelle qui va être prise pour partir en vacances, on est à 82% sur une voiture qu'on appelle thermique, le fameux essence ou diesel. Ouais. On a 12% des voitures qui sont hybrides. Et on a effectivement plus de 5% des véhicules électriques qui sont concernés par ces départs en vacances, qui est souvent directement lié à la capacité de nombre de kilomètres parcourus par ces véhicules. D'accord. Oui, donc assez peu de gens partent en grandes vacances avec un véhicule électrique, même ceux qui en possèdent un en fait. D'ailleurs, en général, ils sont multimotorisés. Ils ont souvent un autre véhicule thermique qui ne sert pas beaucoup le reste de l'année, mais qui va servir pour les départs en vacances. Absolument. Il y a dans l'étude que vous avez fait avec Opinionway, il y a un truc qui m'a marqué. Moi, j'ai lu, je l'ai souligné pour être sûr de ne pas le louper. Seuls 7% des répondants choisissent leur mode de transport pour des raisons écologiques. On est bien loin du déclaratif habituel quand même. Alors du déclaratif habituel ou de ce que les médias veulent bien nous laisser entendre. On nous dit il y a une vague écolo. C'est pas tout à fait le cas là. Il y a effectivement une vague écolo qui essaie de nous expliquer que ça, mais encore sur ce dossier-là, on se rend bien compte qu'il y a une différence entre la France des territoires et ce qui peut se passer dans Paris intramuros, pour reprendre l'explication. Effectivement, quand on interroge les Français, le premier motif de choix du mode de locomotion, c'est effectivement la praticité, puisqu'il y a 47% qui disent c'est plus pratique, et c'est vraiment le premier verbatim. Il y en a 30% qui disent que c'est le plus adapté par rapport au trajet prévu, en termes de distance, on pense principalement. Il y a 12% pour des raisons économiques, et là ça se sent réellement quand on voit sur les CSP, sur le train par exemple, qui reste un moyen de transport qui reste cher pour des familles. Effectivement, quand on est seul ou en couple, c'est abordable, mais dès qu'il y a des enfants, on sent que c'est compliqué. Et on descend seulement à 7% seulement, parce que c'est un moyen de transport qui est moins polluant. Donc on sent effectivement que sur cet item, il y a quelque chose. Et quand on prend ce qui est assez intéressant aussi, c'est par tranche d'âge, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le plus écologique, le choix de ce transport qui est le plus écologique, il est porté par 20% des 18-24 ans. Et que si je prends l'autre bout de la ligne, les 65 ans et plus, c'est 13%. Donc on se rend compte en fait que c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'il y a un décalage entre le discours public et la réalité des gens sur les territoires. C'est que malgré tout, il y a la praticité qui est importante. Il y a 69% par exemple des jeunes de 18 à 24 ans qui disent que c'est plus adapté. Bon, en tout cas, c'est une super étude. On sait que les Français aimeront toujours l'automobile. Oui, et puis avant de partir, on va vous conseiller de passer, pourquoi pas chez .s, voilà, faire vérifier les pressions des pneus, le niveau d'huile, éventuellement le réviser le véhicule. C'est le plus gros. En ce moment là, c'est l'affluence maxi. Oui, chez les garagistes, mais surtout faites vraiment le contrôle technique. Là, il y a un des grands feux de Marseille. A priori, c'est une voiture qui n'avait pas fait son contrôle technique. Faites ça aussi. Et puis alors, je vais faire amende honorable. Je me suis totalement plantée. Et merci à Alphonse d'avoir réagi sur la page Facebook de Sud Radio. Moi, j'avais écouté Christian Prudhomme, j'avais mal compris ce qu'il racontait. Christian, c'est le patron du Tour. Et tu as raison. Il va quand même arriver sur les champs. Il passe 3 fois à Montmartre et il va arriver sur les champs. J'avais pas compris ça quand j'ai écouté Christian, mais c'est donc de ma faute. Ma faute, ma grande faute. Mais à culpa. Vous serez fouetté. Merci à Alphonse d'avoir réagi sur la page Facebook. Allez, une pause. Merci à vous, Lionel Arberlet, directeur marketing et communication de .s. On vous souhaite un bel été à vous et à toutes les équipes .s. Et vous le savez, On parle auto, c'est aussi votre émission. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser votre question, ou vous nous écrivez je participe@sudradio.fr. Faites-le, puisque comme ça, on aura l'occasion de vous rappeler dès les premières émissions, début septembre en direct. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Marc. Comment ça va? Joli accent du Sud. Jean-Marc voulait pas passer à l'antenne parce qu'il dit j'ai un fort accent. Je lui dis mais au contraire. Au contraire. Sérieux, c'est ça la France aussi, ce sont tous les accents. Vous êtes où Jean-Marc? Alors, j'habite à Charolles, dans le sud de la Bourgogne, mais je suis originaire de Gourdon, dans le Lot. Oh, j'adore. Ah ouais. Quel beau c'est pays. vrai que l'accent, ça le fait bien beau, quand même. Oui, très beau. On vous écoute. On vous écoute. Alors,
Alors voilà, j'ai commandé une Toyota Yaris Cross hybride 130 chevaux neuve. D'accord. Et je souhaiterais savoir si je remplace moi-même la batterie auxiliaire de 12 volts qui fait 35 ampères heure par une autre batterie plus puissante de 45 ampères heure, de la même marque, je précise. Ouais. Est-ce que je vais conserver ma garantie contractuelle de 3 ans ou 10 ans? Alors, c'est une très bonne question, puisque ceux qui suivent régulièrement l'émission dont vous faites partie, savent que Toyota, c'est très fiable, mais que dans les études de fiabilité en Europe, c'est le constructeur qui a le plus de voitures en panne. Vous allez me dire, mais alors Jean-Luc Moreau raconte des bêtises à longueur d'année. Oui et non. Alors, non, parce que effectivement, ce sont des voitures très fiables. Hélas, elles tombent beaucoup en panne à cause de cette fameuse batterie 12 volts. Vous laissez votre voiture 15 jours au garage sans vous en servir et au moment où vous voulez redémarrer, la batterie, malheureusement, elle est à plat. Et pourquoi ? Parce que ces batteries étaient ridiculement petites. Bien, mais pourquoi ils ne mettent pas des grosses batteries, des batteries plus grosses ? On parle de la batterie 12 volts, pas de la batterie la batterie hybride de la voiture. Simplement parce que cette batterie 12 volts, si elle est petite, on n'a pas besoin de beaucoup la recharger. Donc, dans le cycle d'homologation du véhicule, elle contribue pour très peu aux émissions de CO2 de la voiture. Donc, on a cherché à baisser au maximum les émissions de CO2, quitte à sous-dimensionner les batteries 12 volts. Je ne parle pas que d'un modèle Toyota, je parle de tous les modèles Toyota et même les modèles Lexus sont à mettre dans le même sac. Toyota est quand même conscient que c'était un vrai handicap pour ses clients. Ils sont conscients à tel point que ils ont décidé sur les modèles qui vont être commercialisés. C'est pour ça que c'est important. Jean-Marc, vous n'avez pas reçu votre voiture encore. Non, pas encore. On a une vingtaine de jours. Voilà. Et sur les nouveaux modèles qui vont arriver, il y a une batterie de capacité 2 fois plus importante que celle d'avant. C'est-à-dire que là, vous allez être sur du 500 ampères. Donc plus grosse encore que celle que vous envisagiez de remplacer. Donc, c'est pas la peine de remplacer la batterie quand la voiture va arriver. D'abord parce que pour répondre à votre question, vous perdriez. Alors, ça serait à discuter. C'est pas le fait de remplacer une batterie 12 volts sur une voiture qui va vous faire perdre la garantie. Oui, mais il vaut mieux faire attention. Le constructeur pourrait toujours vous dire oui, vous n'avez pas mis une batterie avec les mêmes spécificités que la batterie de départ. Elle a un ampérage plus élevé. Ça pourrait pinailler. Voilà, on pourrait toujours discuter. Toyota, à qui j'ai posé la question, ils m'ont pas répondu de façon très claire en me disant on perd le bénéfice de la garantie, mais dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Et là, en l'occurrence, vous n'aurez pas besoin de faire la modification puisque votre voiture devrait être livrée avec ces nouvelles spécifications de batterie, batterie avec une capacité doublée par rapport à ce qu'elle était il y a encore, au début de l'année. Donc là, ils sont conscients de ça. C'est une version, qu'est-ce que vous avez comme version en puissance d'ailleurs ? Une 130 chevaux. Une 130 chevaux, oui, non, je pense que vous aurez beaucoup moins de problèmes. Cela étant, si vous laissez votre voiture pendant 1 mois au garage sans rouler avec, c'est clair que la batterie va se décharger et qu'elle sera à plat. Donc, ce que je vous conseille de faire, ce que je conseille à tous les auditeurs, c'est d'acheter un petit chargeur CETEC et de mettre la batterie 12 volts en charge. Alors, directement sur la batterie. Vous allez lire sur le mode d'emploi des CETEC qu'il faut mettre normalement la fiche plus sur la fiche plus de la batterie et la fiche moins au châssis de l'auto, pas sur un hybride. Vous mettez directement aux bornes de la batterie. Ça, c'est mon expérience propre. Sinon, vous allez faire chauffer votre chargeur, c'est pas la peine. Donc, pensez à recharger la batterie quand la voiture est restée plus de 15 jours, 3 semaines. Ça devrait largement suffire. Quel usage vous en aurez d'ailleurs de cette auto ? Est-ce que ce sera fréquent ou c'est occasionnel ? On sera occasionnel, donc un petit peu de ville. Et un peu plus d'autoroute, mais bon, on a été séduit par le modèle. Oui, puis en version 130 chevaux, je trouve que... Oui, elle est plutôt silencieuse en plus. Ouais, ce modèle 130 chevaux apporte un vrai plus. D'habitude, je suis pas partisan de prendre les versions les plus puissantes. Vous avez 115 ou 130 et la version 130 est franchement celle qui est la plus satisfaisante.
pardon, excusez-moi, c'est un gros chat qui est caché dans ma gorge, qui est la plus satisfaisante en termes de performance et même de consommation, parce qu'en fait, comme le moteur est un petit peu plus costaud, on le sollicite, le moteur thermique un petit peu plus costaud et la partie électrique un petit peu plus puissante également, on sollicite l'ensemble moins et finalement les consos sont pas plus élevés qu'avec la version moins puissante. Ça fait partie des paradoxes. Donc, je vous rassure, ne changez rien. Normalement, votre batterie devrait être correctement dimensionnée. Et si par mégarde, un jour, la voiture était en panne, posez, avant de changer la batterie par une autre, posez la question au concessionnaire sur la pérennité de la garantie ou pas. Hein. Ne le faites pas de vous-même comme ça. Bon voilà, Jean-Marc. Non, très bien. Et puis j'ai une dernière petite question. Oui, allez-y. Ça sera très rapide. Est-ce que je peux passer maintenant ce moteur à l'éthanol avec un boîtier homologué maintenant ou plus tard? Ah bah là vous perdez carrément le bénéfice de la garantie tout de suite. Hein. Ah bah non, mais même pas en c'est automatique. Hein. Je vais même au-delà de ça. Hein. Quand vous allez arriver chez Toyota pour faire la révision, vous dire non, on prend pas la voiture. Ah ouais. Non mais pourquoi vous voulez faire ça que la voiture va être neuve? Bon, parce que je sais qu'il y en a qui le font. Non, mais Jean-Marc, comme personne nous écoute, entre nous, si vous roulez 50-50 à l'éthanol, ça marchera très bien. Bon, par contre, avant la révision, remettez de l'essence parce que sinon ils vont le voir avec le calculateur. Ils vont le voir. Ouais. Mais 50-50, ça passe sans problème. Avec la carte d'origine, vous n'avez rien besoin de modifier. Sans boîtier, sans rien du tout, non, ça mais marche attention, puis on rappelle. On rappelle. C'est un mélange. Répète, c'est je répète et je rappelle. Ouais. Alors, si vous demandez à votre concessionnaire Toyota, il vous dira oh là là, faut surtout pas faire ça. Bon, ça marche très bien. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers de kilomètres en ayant fait ça. Mais tu le dis souvent depuis le début de cette émission. Attention à ne pas perdre les garanties. C'est-à-dire que si on fait des changements sur des voitures, là vous allez l'avoir neuve. Si vous faites déjà poser, là c'est mort la garantie, quoi. Ouais. D'accord. Okay. Hein, excusez-nous, Jean-Marc. Merci pour vos réponses. Non, il n'y a pas de. Voilà, et que tous ceux qui sont tombés en panne avec des batteries 12 volts sur les Toyota hybrides, bah voilà, ça y est. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Le constructeur rectifie le tir. Ça, c'est bien. Et c'était une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui disait mais pourquoi ne font-ils pas les modifications nécessaires? Ça y est, c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais pour les nouvelles. Voilà, celles qui vont être maintenant livrées. Bon, ben, on vous fait un gros bisou, Jean-Marc. Je vous remercie. Vous partez où en vacances? Je vais retourner dans le sud-ouest, un peu dans le Lot, la Dordogne, les Landes. Cool. Bon, bah, vous pourrez réécouter tous les On parle auto, vous n'avez pas entendu sur Sud Radio, en replay, tout au long de la route, si vous en avez envie. On vous souhaite une très, très belle journée, un bon week-end et bonnes vacances à vous. Eh bien, bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas, vous faites comme Jean-Marc, vous nous écrivez je participe @sudradio.fr et vous mettez bien On parle auto dans l'objet et juste ensuite, vous mettez toutes vos coordonnées. À tout de suite. Et nous allons tout de suite voilà, ça on le sent bien, rejoindre le Tour de France avec la maison Skoda qui est là. Bonjour. Bonjour. Océane Arnoux Dupuis, responsable événements et sponsoring pour Skoda France. Donc vous êtes là, vous êtes en direct du Tour de France en fait. Exactement, donc désolé pour le bruit. Oui, mais ça on comprend. On adore. Voilà, en direct live du village du Tour. Est-ce que vous avez du réseau? J'ai du réseau, tout fonctionne. Bon, bah, super. Tout va bien. 22e année consécutive que Skoda est sponsor officiel du Tour de France. Alors, c'est quoi la raison historique qui fait que Skoda est venu sur le Tour de France Cyclisme? Alors, la raison historique, c'est que Skoda, constructeur automobile, avant de commencer par fabriquer des autos, justement, a commencé par fabriquer des vélos. Donc, on a d'abord commencé avec les vélos, puis on a rajouté 3 roues, on a rajouté un moteur et on est venu à faire des voitures. Donc voilà, on a déjà un lien très très fort de par notre histoire avec le cyclisme. Ouais, c'était en 1895. Bon, à l'époque, j'étais tout jeune quand les premiers vélos sont sortis de chez Skoda. Vous en profitez cette année d'ailleurs pour fêter les 130 ans de la marque. Tout à fait. C'est une année anniversaire pour nous, 130 ans de la marque. Donc c'est un message qu'on communique pas mal sur nos différents dispositifs pour célébrer ça avec le public français. Bon, très bien. Comment le public français d'ailleurs accueille une marque tchèque partenaire du Tour de France ? Plutôt très bien. C'est vrai que ça fait 22 ans maintenant, vous l'avez dit, qu'on est partenaire du Tour, donc ça commence à aussi bien s'ancrer dans l'esprit des Français. Et du coup, c'est une marque qui est attendue sur le bord des routes, on le sent notamment au niveau de la caravane, que ce soit nos goodies ou nos véhicules. Les gens ont vraiment l'habitude de voir les voitures Skoda sur le bord des routes du Tour.
Donc oui, ça se passe très très bien avec le public français. Bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. Il y a eu une évolution majeure ces dernières années, c'est que la flotte. Alors déjà, combien de voitures sur le Tour cette année ? Alors, combien de 250 Skoda véhicules 250 Skoda qui sont fournis à l'organisation pour les besoins de la course et de la caravane. Et ensuite à ça s'ajoutent les véhicules justement qu'on va retrouver au niveau des équipes cyclistes qu'on comptabilise pas mais qui viennent s'ajouter au total. Bon, il y a une grosse évolution, c'est que à l'image du parc auto qui s'électrifie lentement, là vous y êtes allé beaucoup plus fort. 100% des véhicules, 100% des 250 véhicules qui sont sur le Tour sont des véhicules soit 100% électriques, soit hybride rechargeable. Pourquoi avoir choisi ça ? Et puis ensuite, on va parler de l'usage des véhicules, de la logistique qui va avec. Alors, la raison, c'est quoi ? Vous servez de ça comme vitrine, c'est quoi ? Tout à fait. C'est vrai que le Tour, c'est une incroyable vitrine pour montrer un peu nos nouvelles technologies au public. C'est aussi une façon pour nous de montrer au public que si nous, on arrive à faire le Tour avec des véhicules 100% électriques, ce qui est notamment le cas au niveau de la caravane, où on a une caravane avec nos véhicules légers 100% électriques, si on arrive à parcourir les routes du Tour avec des véhicules 100% électriques, c'est que tout le monde peut le faire finalement. Et puis, on travaille main dans la main avec ASO, l'organisateur du Tour, pour aussi contribuer à la réduction des émissions de CO2 de l'événement. D'accord. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les pilotes de ces voitures qui autrefois roulaient, alors on va le dire, avec des diesels, quand ils étaient dans les côtes, ils étaient en première pendant toutes les montées de col pour suivre les vélos. C'était pas l'idéal en termes d'émissions polluantes, c'était pas l'idéal en termes d'agrément de conduite, c'était pas l'idéal pour la santé des moteurs. Est-ce que ça a vraiment changé leur vie ou pas ? Quels sont les retours que vous avez des pilotes ? Ça a complètement changé leur vie parce que c'est beaucoup plus facile finalement de conduire une voiture électrique, notamment aussi en termes de réactivité. Une voiture électrique, vous appuyez un tout petit peu sur l'accélérateur et la voiture avance. Donc exactement. Donc notamment quand on est dans un peloton ou même au niveau de la caravane, ça nous permet de faire des dépassements de façon très sécurisée. Et puis c'est aussi beaucoup plus agréable si on parle à l'échelon du peloton pour les coureurs, parce que des voitures électriques ou électrifiées, forcément il y a moins d'émissions. Donc pour eux qui sont justement en présence des voitures un peu partout, forcément, ça leur facilite aussi la vie. Quel est le regard du public sur les voitures électriques, de Skoda ? Souvent, c'est une curiosité. C'est vraiment un message qu'on communique sur nos voitures. On marque en gros 100% électrique parce qu'on veut vraiment leur montrer. Et on a souvent beaucoup de questions là-dessus. On le voit quand on s'arrête. Parfois, on discute avec les gens au bord des routes et ils nous disent « Alors, la recharge, ça se passe bien ?» Donc les gens sont plutôt curieux, mais c'est le but. C'est aussi pour ça qu'on est là en voiture électrique, c'est pour attirer leur curiosité. Est-ce qu'il y a l'Elrock qui a été quand même primé dernièrement et qui est vraiment une super quels sont les modèles voiture qui sont sur le Tour là ? Il y a l'Enyaq, c'est ça ? Mais on a l'Enyaq au niveau de la voiture de direction de course, donc de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui est aussi en Enyaq ou en Superbe en fonction des étapes. Et nous, au niveau de la caravane, en effet, on va retrouver l'Elrock qui est le nouveau véhicule de la gamme et sur lequel on essaie de communiquer beaucoup sur le Tour. Je vais vous poser la même question que vous pose le public sur le bord de la route. La recharge, ça se passe comment ? Ça se passe très très bien. Maintenant, on est complètement autonome, notamment nous au niveau de la caravane sur la recharge, c'est-à-dire qu'on recharge nos voitures comme tout le monde. On n'a pas de support technique, donc on va utiliser les bornes de recharge qu'on trouve en ville, dans les hôtels, sur les aires d'autoroute. Et il faut savoir que ça se fait très très bien. Nous, on a quand même 7 véhicules en 100% électrique au niveau de la caravane. Donc ça commence à faire, ça fait une logistique, mais ça se fait naturellement maintenant. Oui, parce qu'il faut dire une chose, Jean-Luc, c'est que sur le parcours du Tour, il y a des fois tu vas arriver à un village étape le soir, mais tu vas devoir faire, en fin de journée, 100 km ou même des fois plus pour aller récupérer une autre. Donc ils n'ont pas tout à fait fini tout le temps, quoi. Oui, il y a des mauvaises langues qui disent mais ils ont des groupes électrogènes dans des camions. Vous démentez ça ? Non. Ça n'a jamais existé. Ça n'a vraiment jamais existé. Il y a eu des bornes de recharge mobiles qui nous suivaient à l'époque, c'est-à-dire que c'était des bornes de recharge électrique qui se pluguaient au réseau électrique en local, mais du coup il n'y avait pas du tout de bornes électrogènes et qui permettaient de recharger 3-4 voitures en même temps. Mais ça on n'en a même plus besoin finalement parce que le réseau de bornes nous suffit largement, le réseau lambda de bornes nous suffit largement pour recharger les voitures. D'accord. Combien de kilomètres au total les véhicules vont faire là sur le Tour complet ? 10 000 l'année dernière. Alors le grand départ était en Italie, on était monté à 11,5 je crois, mais cette année on va faire 10 000 bornes. Bon, c'est bien, 10 000 bornes, j'adore. Ouais, j'imagine que l'autonomie quotidienne est largement suffisante sur les véhicules électriques que vous avez. Les cyclistes sont encore pas capables de faire 400 km par jour, mais.
Complètement. Il faut savoir qu'une voiture électrique va aussi retrouver beaucoup d'autonomie, notamment dans les descentes de col. Dans les descentes, bah oui. Donc en fait, tout à fait. On a notamment le mode break. Bon, c'est un peu technique, mais voilà, qui nous permet de retrouver un peu d'énergie dans les descentes de col. Et du coup, il n'y a aucune inquiétude pour les étapes. Et en général, on arrive à faire une bonne partie du transfert. On recharge sur la route dans une aire d'autoroute, et après, on va jusqu'à du lendemain. Vous avez des planificateurs avec vous pour gérer l'organisation de la recharge, ou c'est chaque conducteur qui gère en fonction? Même pas? Même pas. Alors, ils commencent à être habitués. On a des équipes qui font le tour d'année en année. Donc, nous, ça fait depuis 2021 qu'on est en 100% électrique, notamment sur la caravane. Donc, ils commencent à être rodés. Mais non, on utilise les applications de Skoda, notamment pour savoir où est-ce qu'on doit recharger nos voitures. Et chacun est autonome. Oui, puis après, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de bornes de recharge un peu partout. Complètement. Et vous, à titre perso, là, vous roulez dans quoi, à titre perso, sur le Tour? Moi, je suis en Elroq. Skoda Elroq, justement. Elle est vraiment bien. Bon. Mais vraiment, tout le monde a aimé. Elle est top. Ah ouais, elle est vraiment bien. C'est pas de la pub gratuite, c'est qu'on l'a tous les deux testé aussi. Voilà, oui, c'est vrai qu'elle est bien. Elle est vraiment très bien. Elle est surprenante, elle charge vite. Même l'intérieur est très bien fait. Mais ça, en tout cas, Océane, vous personnellement, Océane Arnaud Dupuis, qui est responsable événements et sponsoring de chez Skoda, c'est le combienième Tour de France que vous faites? C'est mon quatrième avec la marque Skoda. Ça reste un événement exceptionnel à vivre, y compris quand on est dans la caravane, on est d'accord, hein? Complètement. Pour moi, c'est peut-être l'événement le plus incroyable au monde, parce qu'il est vraiment unique. En fait, un événement d'itinérance sur 3 ou 4 semaines avec le Tour de France Femmes avec Zwift. Mais c'est vrai qu'on a la chance de participer à un des plus beaux événements du monde. Donc ça, c'est incroyable. Là, vous êtes à Laval. Vous allez partir après pour la prochaine étape à Chinon. Puis après, vous redescendez. C'est vraiment un Tour de France français, pour le coup, franco-français cette année. Les Pyrénées vont être gâtées, évidemment, la montagne savoyarde, également les Alpes aussi. Enfin, prenez vraiment votre plaisir à 100%. Ça passe toujours trop vite. J'ai eu la chance, moi, de le suivre 3-4 ans de suite pour une autre radio à l'époque quand j'étais plus jeune. C'est vraiment un moment vraiment extraordinaire. Et puis qui représente notre pays, comme tu disais, et c'est vraiment chouette. Bon, on vous souhaite un gros, super Tour de France, Océane. Merci beaucoup, merci. Bonne étape, bonne journée. Océane Arnaud Dupuis, avec la maison Skoda qui est présente, donc puisque c'est le partenaire depuis 22 ans officiel du Tour de France, et une maison qui existe depuis 130 ans. Allez, dans quelques instants, on va parler de ce qui se passe toujours sur les routes du Tour de France avec vous, l'ami Jean-Luc, et les fameuses musées de la gendarmerie qui roulent entre guillemets sur les routes du Tour. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et après avoir électrisé les routes du Tour avec Skoda, on va revenir avec la gendarmerie nationale, partenaire officiel du Tour de France depuis de nombreuses années, mais qui est sorti. Mais depuis le début, je pense que, à mon avis, les gendarmes ont toujours accompagné le Tour de France. On devait avoir avec nous le général Bruno Gauthier, mais bon, on n'arrive pas. Il est prisonnier du peloton. Ouais, alors soit il a perdu son téléphone sur la route du Tour, mais on n'arrive pas à... On lui a volé, ça serait moche. Non, c'était pour vous parler, en fait, le fonds de dotation pour le musée de la gendarmerie nationale a sorti des véhicules du musée de la gendarmerie nationale pour accompagner le Tour de France cette année. Et ceux qui étaient hier à l'étape entre Saint-Malo et Mur de Bretagne ont vu sans doute passer ces véhicules avec en tête la fameuse Alpine, la berlinette, on a tous. Alors, je vais dire... J'aurais aimé que le général nous dise, tiens, les gens étaient heureux pour une fois de voir une voiture d'intervention rapide de la gendarmerie. En général, on n'est pas super content quand ils arrivent derrière nous, mais ceux-là, la 110 1600S berlinette qui est passée, moi j'ai vu des images à la télévision, les gens avaient l'air d'être plutôt joyeux. C'est vrai que ça nous rappelle notre enfance pour certains, parce que c'est un véhicule qui a été en intervention sur les autoroutes entre 1970 et 78. C'était pas né. Oui, c'est ça. Je rigole, mais bien sûr que si. Pardon. Bon, elle a marqué les esprits déjà parce que la berlinette a quand même été une voiture qui a été championne du monde. Alors, juste une chose, parce qu'il se passe des miracles pour notre dernière. Il y a Bruno qui vient de m'envoyer un message, monsieur le général, on peut le rappeler, a priori c'est bon, il vient de m'envoyer, tu sais, parce qu'on vient de vous annoncer à tous qu'on n'arrivait pas à le joindre. Il doit écouter Sud Radio. Et je pense qu'il avait dû laisser son téléphone en silencieux. Et je pense qu'il écoute Sud Radio. Il se dit, mince, ils ont essayé de me joindre. Zut, ils sont en train de prendre ma place. Alors, Tristan, tu n'hésites pas. Allez, hop, passe-le nous directement. On va donc pouvoir, et que c'est ça la magie de la radio. Alors, mon général, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoutez, j'étais dans l'émotion de vous attendre. D'aussi gentille personne et rayonnante. Surtout moi. Rayonnante, c'est pour moi. Non, je rigole. Bon, alors, on a eu peur de vous faire voler votre téléphone, en fait.
vous allez pouvoir nous dire quelle a été la réaction du public hier de voir passer ces voitures qui sortent du musée de la gendarmerie? La réaction était assez exceptionnelle. Nous avons circulé la veille du Tour de France un petit peu dans la région à la rencontre des gendarmes des brigades pour leur montrer leur patrimoine, ce patrimoine mécanique que nous entretenons. Et le lendemain, nous avons été insérés dans la caravane. Déjà, les caravaniers ont quasiment tous accouru et nous ont couverts de gadgets et de blitz que tout le monde se bat. Donc c'est quand même exceptionnel et c'est un excellent baromètre. Oui, ce que je disais, c'est rare d'aller vers une voiture de gendarmerie. En général, quand elle vient chez vous, vers vous, on n'est pas rassuré. Là, les gens vont vers les voitures anciennes, ils savent qu'ils n'ont rien à craindre, c'est peut-être pour ça. Non, je crois qu'on est de plus en plus rassuré quand on va voir une voiture de gendarmerie. On est moins rassuré quand elle est cachée pour vous débusquer en excès de vitesse. Ça, c'est vrai. Est-ce que je peux vous poser une question, mon général? Oh là là, j'avais trop envie de dire ça. Mon général. C'est pas que vous êtes à moi, pardon. Pour une femme, on dit pas mon général, on dit général. Alors c'est général. D'accord. Oui, mais c'est beaucoup moins. Bon, bref. C'est beaucoup moins bien. Vous avez raison. Monsieur Gauthier, général Gauthier, c'est la première année que Bruno de son prénom. Ouais, mais je crâne un peu, ça me fait du bien. Pardon, Bruno, c'est la première année que vous sortez le musée? Non, c'est la troisième année où on sort véritablement les voitures lors du Tour de France. Nous avons fait 2 précédentes éditions avant l'arrivée sur Nice l'an dernier pour cause de JO. Nous avons fait 2 précédentes éditions avec une arrivée sur les Champs-Élysées avec ces voitures de collection en tête de la caravane du Tour de France. Donc c'est quand même assez exceptionnel également. Bon, on les reverra sur les Champs-Élysées à la fin du Tour cette année pour ceux qui veulent voir ces voitures. J'ai parlé de l'Alpine, mais il n'y a pas que l'Alpine, il y a d'autres modèles. Alors, si vous voulez, il y a à peu près 110 voitures de la gendarmerie qui constituent donc son patrimoine, que nous nous chargeons de restaurer au mieux, d'entretenir et de déplacer sur l'ensemble des régions à la rencontre de leur public, des citoyens et également des gendarmes. Mais nous avons également un patrimoine moto qui est très important, un patrimoine de l'ordre d'une centaine de motos également. Tout ça se trouve stocké à Fontainebleau. Je dis véritablement stocké parce que ça n'est pas ouvert au public, ce n'est pas un endroit public. C'est un petit peu dommage et notre volonté c'est non seulement de les restaurer mais d'en faire des véhicules roulants, authentiques et de transmettre ce patrimoine et ses valeurs à l'ensemble des gens lors des participations à des événements et où lorsque nous vivons la rencontre des mécènes, parce que c'est grâce à ces mécènes que nous arrivons à entretenir ce patrimoine. Ouais, dans les mécènes, il y a la CO, tout le monde connaît, il y a Motul qui est un fabricant de lubrifiants. On a vu les voitures, d'ailleurs, vous aviez des stands systématiquement sur les salons consacrés aux véhicules anciens, mais là le grand plus, c'est que les voitures, elles roulent. C'est ça qui est quand même, sympa, c'est de voir ces voitures rouler. C'est indispensable, vous avez raison, c'est indispensable pour être crédible. Et puis quand on voit le capital de sympathie que ça attire, ça nous rappelle, si vous voulez, le fait que, et en plus, ça nous rappelle le fait qu'à travers l'évolution des véhicules, les différents véhicules de la Juva 4, on va dire même de la mobilette, du vélo, du cheval et puis des godillots, vous avez toute l'évolution de la société dans le cadre de sa mobilité. Et dans le cadre de la mobilité, c'est-à-dire dans le cadre du gendarme qui va au contact du citoyen. Et puis on va pas se mentir, le côté un peu vintage que l'on vit en ce moment, regardez Renault qui a refait la Renault 5 ou la Renault 4, et tout ce côté on aime ça joue aussi beaucoup parce que c'est comme si, enfin c'est même pas comme si, ça prouve aussi que nous appartenons à une communauté, que nous appartenons à une tradition, que nous appartenons à un pays, et en ce moment je pense que c'est important de ne pas le perdre. Vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait fédérateur. C'est d'ailleurs pour ça que quand on peut restaurer ces véhicules avec les passionnés et dans ce milieu de passionnés qui entretient ce patrimoine, on essaie de le faire de plus en plus avec les jeunes des lycées d'enseignement professionnel, pour qu'ils sortent des bancs électroniques et qu'ils s'intéressent véritablement à la mécanique, savoir comment ça fonctionne, et non pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, je vous appelle Bruno. Bruno, alors en plus de l'Alpine, parce que vous voulez pas me dire, qu'est-ce qu'il y a comme autre voiture sur la caravane du Tour ? Alors sur la caravane du Tour, on va voir donc l'Alpine qui sera sur les Champs-Élysées à l'arrivée, la berlinette, la fameuse berlinette qu'on a rachetée il y a 1 an et demi, un monsieur qui l'avait dans son garage depuis une vingtaine d'années, qu'on a retapé de A à Z, avec cette particularité de l'avoir présenté au salon Rétromobile à Paris. En cours de restauration, on l'avait vu cette voiture. Elle était complètement nue, sur un châssis, une coque, et puis 1 an après l'avoir à l'authentique, avec des pièces authentiques splendides, exceptionnelle voiture, nous a-t-on dit en tout cas. Moi qui ne suis pas un grand spécialiste de voiture, on a dit mais elle est digne de participer au concours d'élégance, cette voiture. C'est beau. Je peux vous poser
une question. Quand même exceptionnel. Oui, Général Gauthier, vous qui êtes général de la division gendarmerie et bien sûr présent sur le Tour de France, comment vous recrutez vos gendarmes? Quel gendarme a le droit de faire le Tour de France? Vous voulez pas répondre qu'est-ce qu'il y a comme autre voiture? Ah oui, si. Moi, c'est les hommes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les voitures. Bon, allez-y. Alors allez-y sur les voitures. Il y a l'Alpine, Bruno. Il y a l'Alpine. On va parler des gendarmes qui sont dans les voitures, comme ça on contentera tout le monde. Voilà, c'est ça. Il y a l'Alpine qui participe au Tour de France. Il y a également la 405 T16 qui est une vraie réalisation. C'est des modèles qui sont. Il y a eu 6 modèles comme ça en gendarmerie qui sont exceptionnels, si vous voulez. Et c'est un passionné mécène qui a quasiment pris en charge la restructuration de ce véhicule. Pour lui, c'est un véhicule emblématique. Oui. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et curieusement, c'est pas forcément celle que moi, en tant que néophyte, je trouve la plus jolie, mais c'est celle qui attire les yeux, les regards des véritables passionnés. Ouais. Et c'est ça le message et la magie de ces véhicules. Ouais. À côté de ça, vous avez des véhicules emblématiques. Vous avez la Subaru Impreza, donc qui est le premier véhicule non français ayant été acheté par une administration française dans le cadre des appels d'offres européens, puisque c'était un appel d'offres européen. Oui, 4 roues motrices, voiture championne du monde des rallyes. Je me souviens, j'avais un de mes amis qui était dans les brigades rapides à l'époque. Quand ils ont reçu les ventes dans les VRI, il s'est dit ouais, youpi quoi. Bon, il s'est vu champion du monde des rallyes. Moi, vous n'allez pas me dire youpi, je suis désolé, mais non, il faut qu'on arrête parce qu'on a encore quelqu'un qui nous attend. RS3 aussi. Jean-Luc, mon loup. Voilà. Bon allez, un mot, Bruno Gauthier, général de division Leclerc, sur la Renault Mégane, mais un mot s'il vous plaît. Alors juste un petit mot sur la Subaru. On a le Renault Mégane, certes, mais on a la Subaru. La Subaru est arrivée, j'étais encore en service en région Auvergne. Le premier modèle, un des premiers modèles a été distribué à la région Auvergne, doté de la région Auvergne, et la firme Michelin, qui l'a vu arriver avec des pneus Pirelli, a dit il est hors de question que ce véhicule roule en Pirelli. Alors... Nous sommes en Auvergne, la gendarmerie, je vous équipe en pneus Michelin. Donc on était un vecteur de l'entreprise française, de la technologie française, à travers une voiture qui était une voiture étrangère. C'est plein de petites anecdotes. C'est génial. Bon, vous vouliez me parler des hommes? Non, général, on n'a plus le temps, mais restez avec nous, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'accueille notre ami Mickaël, sinon Mickaël, il passera pas. Allez, bim. Bonjour Mickaël. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Vous avez vu, Mickaël, je me suis battue. Mickaël avec nous aussi. Vous savez pourquoi je me suis battue pour vous? Parce que là, j'avais 2 passionnés entre le général de division gendarmerie Bruno Gauthier et mon ami Jean-Luc. Et je me suis dit, le pauvre Mickaël, il va pas passer. Monsieur Gauthier, restez avec nous, général. Mickaël, on vous écoute pour la dernière question de l'émission. Alors, ma question, c'est que j'ai ma maman qui a acheté une C3 115 chevaux. Elle est 2021 ou 2022, je crois, avec 17 000 km, avec une boîte automatique 6 vitesses. Et en fait, la 6e, elle passe qu'à partir de 90, voire 95. Alors que nous, on est dans des régions où on roule à 80. Alors. Oui. Ah bah oui. Mais malheureusement, il y a l'homologation, et l'homologation, on roule jusqu'à 120 km/h, et il faut avoir des transmissions avec un rapport final long pour faire les consommations les plus basses possibles, et on ne tient pas compte de la vérité de l'usage des véhicules avec des routes françaises à 80, parce qu'on nous a vendu le 80 en disant il y aura moins d'accidents. Ça reste à prouver. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres qui démontrent que ça a été beaucoup mieux. En revanche, ce que je peux vous annoncer, c'est que sur certains véhicules où on peut plus rouler en 5e ou 6e vitesse parce que les transmissions finales sont longues, on est obligé de rouler un rapport en dessous, et les consommations n'ont pas baissé alors que la vitesse a baissé. Elles ont même augmenté dans certains cas, et c'est le cas sur beaucoup de modèles Stellantis en fait. Là, c'est quasiment 1,5 litre de consommation. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est aussi stupide que de passer le périph' à 50 en disant on va baisser la pollution. Alors, ça roule mieux, certes, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent aller sur le périphérique. Mais en revanche, les consos sont plus élevés. Ça paraît évident. Mais du coup, Mickaël, il n'y a rien à faire. Malheureusement, Mickaël, il n'y a absolument rien à faire. D'accord. Vous êtes victime d'une réglementation qui est en décalage par rapport à l'usage. Ouais, surtout que moi j'ai quand même, on a quand même 3 véhicules en boîte auto. Ah oui. J'ai un fourgon, un Renault Trafic boîte auto 145 chevaux, qui lui, j'ai revérifié ce matin à 80 km/h la 6e passe. Oui, parce qu'il a plus de couple, peut-être que le moteur arrive
sur un régime très très bas à emmener votre véhicule, mais sur la C3 qui est une petite voiture, bon. Voilà. Malheureusement, c'était en plus c'est sur cette génération de C3 qui est assez lourde. C'était un des défauts déjà de la voiture que j'avais noté quand je l'ai essayé à l'époque. Voyez. Bon. Vous reverrez l'essai, vous verrez déjà que j'avais dit c'est ridicule parce que on va se retrouver avec un modèle qui consommera plus à 80 qu'à 90 et c'est le cas. Voilà, Michael, désolé. Je suis désolé, Michael, désolé pour la mauvaise réponse de la journée pour vous, mais je voulais absolument vous prendre puisque à partir de la semaine prochaine, on n'est plus en direct, donc c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on puisse répondre à Michael. On vous embrasse fort. Surtout que moi je vous écoute d'en haut, là. Je suis près de Nantes. Et vous nous écoutez sur l'appli ou sur l'application sur radio. Super. Merci beaucoup, Michael. Attends, on reprend notre général. Oui. Bruno Gauthier, pour terminer, alors je vous laisse 30 secondes, parlez-nous des hommes qui font le Tour de France, puis après c'est fini. Les hommes qui font le Tour de France, c'est 13 000 gendarmes pour le Tour de France. C'est 30 000 en force de sécurité quand on y inclut les pompiers et les policiers, nos camarades policiers. C'est donc énorme. Les forces de sécurité intérieure sont vraiment au cœur du dispositif pour assurer quelque chose qui est une véritable tradition française, un modèle exceptionnel. Tout ça sillonne la France. Permet à la population et à nos invités français pendant ces périodes estivales de bénéficier de ces magnifiques paysages et de cette épreuve exceptionnelle. Et tout ça en pleine sécurité. Excusez-moi, Général Gauthier, d'avoir un peu bousculé cette fin d'émission, mais je voulais vraiment donner un peu de place à Michael. Et merci à vous d'avoir quand même rappelé et de nous avoir raconté le Tour de France de la gendarmerie, le musée sur le Tour de France. On vous embrasse, un bon week-end à vous. Bon week-end, excellent week-end en tout cas, merci. Et bravo à toute l'équipe de la gendarmerie française. Et nous on se retrouve alors la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent au mois de juillet en rediff et ceux qui nous écoutent fin août là aussi parce qu'il y en a qui vont nous écouter. Alors, donc on revient en septembre. On revient la semaine prochaine. Et je vous souhaite de bonnes vacances et puis on revient en direct en septembre. Et quant à moi, à partir du 4 août, je vous accompagnerai du lundi au vendredi de 10h à 13h pour une émission spécialité tous les jours de la semaine. On vous embrasse fort. Merci à Tristan et à Anthony d'avoir été notre duo accompagnant. Sud Radio, on parle auto.